Le Québec est une terre aux multiples visages. Baignée par la mer sur 3 côtés, partagée entre les régions quasi-polaires et la toundra, la forêt boréale et la forêt décidue, cette terre présente une diversité de zones végétales qui offre à la faune une variété d'espaces vitaux qu'on appelle habitats fauniques. Le Québec, c'est aussi 7 millions de personnes dont les besoins et les entreprises posent souvent un problème de cohabitation avec la faune. Par exemple, l'exploitation forestière est nécessaire à notre développement. Cependant, l'abattage d'arbres sur de grandes surfaces modifie les conditions de vie dans ce secteur et change la composition de la faune qui y trouve refuge. Certaines espèces pourront tirer profit de cette transformation, tandis que d'autres s'en trouveront désavantagées. Afin de concilier ses exigences et celles de la faune, l'être humain a dû faire appel à ses connaissances et à ses habiletés, ainsi qu'à ses capacités d'adaptation. Avant tout, il a dû compter abondamment sur l'aptitude relative de l'animal à s'accommoder à de nouvelles situations. Ce savoir et cette expérience de l'homme ont donné naissance à la science, l'art et la technique de l'aménagement de la faune. La conservation, la mise en valeur de la faune et de ses habitats, voire leur restauration, la sauvegarde du patrimoine et le maintien de la qualité de vie des populations humaines font partie des préoccupations des spécialistes de l'aménagement. Les besoins de la faune sont la nourriture, l'eau, l'abri et l'espace. L'animal a besoin de nourriture pour survivre. L'abondance et la santé d'une espèce est affectée tant par la qualité que par la quantité de nourriture. Le régime alimentaire des animaux diffère d'une espèce à l'autre, constitué de plantes pour les herbivores, d'animaux pour les carnivores, de mélanges de plantes et d'animaux pour les omnivores. L'animal a aussi des besoins en eau. Il tire cet élément soit de sa nourriture, soit en s'abreuvant. Certains animaux, comme les poissons, naissent, vivent et meurent dans l'eau, tout leur cycle vital s'y déroulant. D'autres, qu'on appelle amphibiens, y vivent une partie de leur cycle vital. L'animal a besoin d'abri pour se protéger des conditions climatiques et de ses prédateurs et pour élever ses petits. Un arbre, un buisson, un terrier, un rocher, la végétation basse, un îlot de conifères, voilà autant de types d'abris pouvant accommoder les différentes espèces. Enfin, l'animal a besoin d'espace pour vivre et se développer. Une superficie déterminée ne comportant qu'une quantité limitée de nourriture ne peut donc supporter qu'un nombre limité d'animaux. On ne peut imaginer stocker indéfiniment des animaux dans un espace réduit aux ressources restreintes, car la surpopulation entraînerait une compétition pour la nourriture et l'abri et favoriserait l'apparition de maladies épidémiques.
Bien entendu, pour que ces composantes essentielles de l'habitat profitent à l'animal, elles doivent être situées l'une par rapport à l'autre, de manière convenable pour cet animal. Combien d'animaux en santé un milieu donné peut-il entretenir? Cela dépend des exigences de ces animaux. Un habitat ne peut, sans se détériorer, accueillir plus d'animaux que ses ressources ne lui permettent d'en supporter. La capacité globale de support d'un milieu est généralement calculée à partir des ressources disponibles aux populations animales pendant la période la plus dure de l'année, soit l'hiver. Ce qui laisse clairement percevoir que la capacité relative de support d'un milieu peut varier selon les saisons, celui-ci étant en changement perpétuel. Même si la saison hivernale fait du Québec une terre non propice aux oiseaux migrateurs, un grand nombre y trouve, en dehors de cette saison, un milieu qui leur est approprié. La surpopulation peut parfois entraîner une détérioration de l'habitat. Par exemple, ce peut être le cas du caribou, qui vit et se déplace en large harde dans un milieu qui se renouvelle lentement, en raison des caractéristiques climatiques de la toundra. Des décennies de chasse commerciale, d'occupation du territoire et de laxisme, ou d'absence de règlement de chasse, se sont soldées par des prélèvements importants sur la faune. Au début du XXe siècle, par exemple, l'oie des neiges s'est trouvée réduite à quelques milliers d'individus. Les chasseurs de l'époque ont contribué à la sensibilisation de la population et se sont également imposées des restrictions, telles que l'abrégement de la saison de chasse, des limites de capture, ainsi que la protection de l'habitat, permettant une restauration importante de la population de l'oie des neiges, maintenant estimée à près de 300 000. L'histoire de la bernage du Canada nous révèle une évolution similaire. Sans être tombée aussi bas que l'oie des neiges, cette espèce a connu depuis le milieu du siècle une croissance de population pour atteindre au début de la présente décennie la population la plus abondante de toute son histoire. Les chasseurs ont joué un rôle important dans cette remontée, non seulement en respectant les règlements et en acceptant des restrictions, mais en y contribuant par l'achat de permis, par le soutien de la recherche et de fondations et par la contribution à des fonds spéciaux servant à des interventions bénéfiques à la faune. Autre cas significatif, celui de l'Eider à duvet. Sa population s'est trouvée elle aussi dangereusement réduite. L'interdiction de la chasse printanière et de la collecte des œufs, le contrôle de la cueillette du duvet, la création de refuges et l'achat d'îles par des sociétés de conservation ont modifié avantageusement les conditions de son développement. Plus près de nous, des saisons de chasse limitées, la loi du mâle, l'application d'une politique forestière protégeant les ravages, l'interdiction de circuler dans les ravages, le contrôle des prédateurs et l'adoption de méthodes de chasse qui donnent à l'animal plus de chances de s'en tirer, voilà autant d'éléments d'une politique de conservation du cerf de Virginie. L'aménagement de la faune, c'est 10% de travail sur l'habitat et les espèces fauniques et 90% de travail sur le comportement de l'espèce humaine. Un facteur déterminant d'une politique efficace d'aménagement, c'est la participation bénévole de nombreux citoyens à des groupes ou organismes voués à la protection de la faune et de ses habitats. À titre d'exemple, si les chasseurs, pêcheurs et trappeurs
exercent certaines activités de prélèvement et de contrôle, ils sont aussi les premiers à contribuer à la conservation durable des ressources fauniques et à la restauration d'habitats propices. Cette participation, bien plus qu'une simple contribution financière, manifeste et renforce un comportement responsable et une attitude respectueuse vis-à-vis la faune et son habitat. De bons aménagements accompagnés de bonnes mesures de gestion et d'une bonne réglementation, comme le bagage d'oiseaux, les lâchers de faucons pèlerins, les inventaires et suivis de population, assurent le bien-être et la conservation de la faune. Par exemple, on peut aménager de façon avantageuse pour le canard noir et la bernache. Mais si l'on ne procède pas à des études qui permettent le suivi de ces populations et qui fixent le quota de prélèvement autorisé pour la saison à venir, ce beau territoire risque d'être dépeuplé par un prélèvement excessif ou détérioré par une augmentation importante de la population. Il n'y a pas de trace d'hybride là, comme tel. La chasse et le piégeage constituent des outils très efficaces d'aménagement. Ces activités favorisent le maintien d'un équilibre des populations en autorisant le prélèvement des surplus disponibles. Elles contribuent aussi à soutenir financièrement des programmes d'aménagement bénéfiques à la faune en général et pas seulement aux espèces recherchées comme gibier. Les règlements concernant la chasse, la pêche et le piégeage visent le renouvellement durable de la ressource afin que les générations à venir puissent elles aussi en bénéficier. Ils assurent également un partage équitable d'une ressource collective. Enfin, ils garantissent le droit de propriété et la sécurité des usagers et de toute la population. La plupart des chasseurs reviennent de la chasse sans rapporter de gibier. Pour la majorité d'entre eux, cependant, cette situation n'empêche pas de considérer que l'activité est une réussite, parce qu'ils ont profité d'un contact intime avec la nature, qu'ils n'ont pas pris de risques inutiles, qu'ils ont fait preuve de responsabilité et agi selon l'éthique du chasseur. Le chasseur sait que son comportement responsable, son adhésion volontaire au règlement et son autodiscipline sont ses meilleurs atouts, s'il entend poursuivre l'exercice de son activité. L'aménagement est nécessaire à la conservation et à la mise en valeur de la faune. Sans une approche éclairée et responsable, l'habitat et les populations fauniques qui ont mis tant de temps à se constituer peuvent rapidement être mis en péril. L'avenir de la faune repose sur les décisions prises aujourd'hui, de manière responsable, par les aménagistes et les utilisateurs du milieu naturel.